bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Nos reporters se sont intéressés au devenir des vêtements rejetés par les Occidentaux. Pendant plusieurs mois, ils ont suivi le circuit des vêtements usagés, de la collecte initiale à la revente sur les marchés de fripe, en passant par la France, l'Italie, la Tunisie et le Sénégal. Un commerce juteux qui représente plusieurs milliards d'euros. Notre périple démarre en Lombardie, au nord de l'Italie, auprès des employés d'un réseau chargé de collecter les vêtements dont les Italiens ne veulent plus. Pour remonter le parcours de la fripe, nous avons rencontré tous les acteurs du circuit, des petites mains aux grands patrons. Un reportage signé Sandro Lutiens et Amédite Lili. Des vêtements, partout des vêtements, souvent à bas prix. Nous en achetons toujours plus, 4 fois plus qu'il y a 30 ans. La durée de vie d'un vêtement occidental se compte désormais en mois. Alors, nous jetons beaucoup, souvent dans ces bennes au coin de la rue. Chacun les connaît, il y en a des dizaines de milliers en Occident. Et à chaque fois, nous nous disons la même chose. D'après vous, ces vêtements, on en fait quoi après ? Ben, il vient les chercher la mairie, il leur donne aux pauvres. C'est l'idée classique, et elle est pourtant partiellement fausse. 2% seulement de ces vêtements seront donnés aux nécessiteux. Le reste part ailleurs, parfois très loin. Les vêtements de cette benne parisienne, nous les avons retrouvés à 4000 km de là, dans la campagne sénégalaise. Et ici non plus, personne ne sait d'où ils viennent. Ça, c'est les habits que j'ai achetés à mon fils. J'ai un fils unique. Je lui achète de la friperie et j'en achète aussi pour mon mari. Je vais acheter de la friperie 2 ou 3 fois par an. Est-ce que tu sais d'où ça vient, la friperie ? Non, je ne sais pas du tout. C'est un des secrets de la mondialisation, qui pèse, au bas mot, 5 milliards d'euros. Un commerce qui irrigue tous les pays pauvres. Des millions de tonnes de vêtements jetés en Occident se retrouvent transformés puis revendus dans un gigantesque marché global, quand l'Occident habille le tiers-monde sans le savoir. Notre enquête débute dans le nord de l'Italie, en Lombardie. Nous avons rendez-vous avec un employé d'une des plus grandes entreprises de collecte dans le secteur. Je m'appelle Khalid Zeki, je suis marocain. Je travaille dans la collecte. Je distribue les flyers de la collecte. Et donc tu fais ce travail, mais qu'est-ce qu'il y a écrit sur les flyers? Non, je ne sais pas ce qu'il y a écrit dessus. Je parle pas italien. Sur le flyer, l'image d'une sœur catholique connue, Marie-Thérèse Giuliani, et le sigle d'une association de charité. Une image rassurante pour ceux qui vont donner leurs vêtements. Les gens nous déposent leurs vêtements, des chaussures, des manteaux. Ils nous donnent des jolies choses et après, les collègues arrivent avec les camions pour charger tout ça. Le lundi, mardi, mercredi, je vais récupérer les affaires des flyers, du porte-à-porte. Et jeudi et vendredi, je m'occupe de toutes les bennes. Pourtant, aucun de ces vêtements n'ira aux sans-abri italiens. L'association caritative a simplement vendu le droit d'exploiter son nom et la récolte est bonne. On est presque 40 personnes à travailler dans cette équipe. On fait toute l'Italie pour la collecte. Je fais près de 300 km par jour. En 3 jours, je vide environ 70 bennes. Je peux charger 400 kg d'une seule benne environ. Halim va même récupérer les restes des vêtements donnés au moment du dernier tremblement de terre dans la région. C'est une association locale qui l'a contacté.
Le système est le même un peu partout dans le monde. Certaines bennes sont directement exploitées par des entreprises privées, d'autres portent le logo d'ONG qui revendent ensuite la majorité à l'export. Dans le jargon, on appelle ça la transformation du don matière en don financier. Croix-Rouge, Caritas, toutes les ONG font la même chose. Pour bien comprendre, nous sommes allés poser la question au premier collecteur de France, Emmaüs. Il trie et revend en France une partie des vêtements collectés, mais le reste part à l'étranger, pour une raison d'ailleurs très simple. La plupart des gens pensent que quand ils donnent un vêtement, ça va aller à un SDF. Et donc il y a un aspect très affectif dans le don du vêtement qui est formidable et très généreux. Je donne mon vêtement pour qu'il habille quelqu'un qui est à la rue. Bon, nous, on collecte 120 000 tonnes de vêtements par an. La filière globale en France, c'est un peu plus de 200 000 tonnes. Il y a 150 000 SDF en France. Donc imaginez, il faudrait que chaque SDF y mette 1 tonne de vêtements par an pour que ça soit la destination unique des vêtements. Donc ça n'est pas ça. Parce que là, les vêtements vendus rapportent donc de l'argent aux ONG, ce qui, pour Emmaüs, n'est d'ailleurs pas un gros mot. Nous, on n'a pas du tout de honte à dire que ça sert à faire de l'argent. On n'a pas de honte à dire qu'on fait du chiffre d'affaires. Les activités de récupération d'Emmaüs, ça génère, pas le textile, tout confondu, 250 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Oui, mais ça ne profite à aucun actionnaire. Ça profite aux gens que nous accueillons. Et plus on fait de chiffre d'affaires, et plus on peut accueillir de gens, leur donner un logement, les aider ou leur offrir un travail. Voilà ce qu'il faut bien comprendre. Quand on donne un pull ou un pantalon à une ONG, c'est comme lui donner un petit soutien financier de quelques centimes d'euros. Aujourd'hui, la collecte de fripes serait de 8 millions de tonnes par an en Occident, soit l'équivalent, en poids, de plus de 50 milliards de t-shirts. À la clé, un chiffre d'affaires mondial de 5 milliards d'euros au minimum, à la base d'un commerce en pleine expansion et à l'origine de plusieurs millions d'emplois à travers le monde. Pour Halim, la journée de travail est presque terminée. Son camion est plein à craquer. Il ne lui reste plus qu'à décharger sa récolte du jour, ici, à 2 pas du lac de Côme, dans un des nombreux dépôts gérés par son réseau. Allez, avance. Encore, encore. C'est bon. Là, ça va remplir combien de containers? 2? Ça va en remplir 2? Cet homme, c'est Chokri Chniti. Parti de rien, simple coursier sur les marchés populaires de Tunisie, il y est devenu un des rois de la fripe, richissime grâce au commerce de vêtements usagés. On travaille avec beaucoup d'associations. On a beaucoup de dépôts dans plein d'endroits. Je me fournis ici en Italie et je prends aussi d'autres fournisseurs du Canada, de Suisse, d'Allemagne. Cette montagne de vêtements, ils appellent ça l'original. Les produits en vrac, pas encore triés. Ces 40 tonnes de vêtements, Chokri va d'abord les récupérer dans une de ses usines, juste de l'autre côté de la Méditerranée. Au bout de la traversée, les vêtements arrivent dans la région de Kérouan, au centre de la Tunisie. Nous sommes ici dans l'usine de la société Stif, qui appartient à Chokri Chniti, une des 53 usines tunisiennes spécialisées dans le tri de vêtements usagés. C'est ici, en passant par un circuit bien rodé, que les pantalons, les t-shirts, les robes jetées dans les bennes par les Européens vont gagner toute leur valeur marchande. Ici, sur le tapis, on fait le premier triage. On met les pantalons ensemble, les robes ensemble et les jeans ensemble. Celui qui va nous faire découvrir cet endroit jamais filmé auparavant, c'est Monji Lafetti, le directeur en charge des opérations de tri.
Là, sur ce chariot, c'est par exemple les pyjamas, les robes de bain, etc. Là, toute cette partie, c'est le deuxième triage. Cette table, c'est les t-shirts manches courtes. Ici, ils vont trier entre premier choix, deuxième choix et troisième choix. Ça, c'est un t-shirt homme. C'est du premier choix. Elles ont l'expérience. Elles voient si c'est une marque, s'il y a des petits trous, si c'est plutôt neuf. Elles ont l'habitude. Ça, c'est la chambre de la crème. Tout ce qui est extra. Il faut que ce soit de la qualité, de la marque. Le kilo de crème, on va le vendre 15 dinars. Le troisième choix, ça va être entre 1,5 dinar ou 2 dinars. Ici, il y a donc la crème de la crème. Mais il y a aussi la moins bonne qualité, qu'ils appellent le chiffon. Des articles troués ou dépareillés. Beaucoup partiront en Inde ou au Pakistan. Là-bas, le textile sera complètement transformé en nouveaux produits, comme des tapis de bain ou de l'isolant thermique. Et pendant ce temps, à la fin du triage, il ne reste plus qu'à bien presser pour gagner de la place. Ici, les filles nettoient les chaussures. Au début, elles sont sales et elles les remettent à neuf pour bien les vendre. Les marchés étrangers veulent de la qualité. Alors on fait ça. Une fois nettoyées, les chaussures partent dans cette salle, le séchoir. Elles ont désormais l'air quasiment neuves. Ça fera une meilleure marge lors de la revente. L'usine Stif est une des plus grosses du pays, avec jusqu'à 1000 ouvrières en pleine production. Elle traite l'équivalent de 5 millions de t-shirts par mois. Un tiers de la production, de plutôt bonne qualité, ils vont la vendre à des grossistes locaux pour alimenter le marché de la fripe tunisienne. Dans la ville de Sfax, on retrouve un des clients de l'usine, Mejdi Ghana. Son royaume s'appelle Sfax 2000, 400 magasins et le plus grand centre commercial tunisien entièrement dédié aux fripes. Ça c'est 1 dinar, 40 centimes dans votre monnaie. Ça c'est pour les pauvres. Salut, comment tu vas? Moi, je travaille la crème et le premier choix. L'extra, c'est sur les cintres et le premier choix, c'est dans le bac. Quand le client entre, il doit voir la lingerie, les sous-vêtements, les pyjamas, tous les articles. Ça, c'est de la demi-saison. La semaine prochaine, je passe à l'été. Dans de nombreux pays en développement, la fripe, c'est tout simplement le vêtement que les gens portent tous les jours. C'est de quoi bien s'habiller, pour pas cher. Alors en Tunisie, la moitié des vêtements sont des fripes, des habits venus d'ailleurs, déjà portés par quelqu'un d'autre. Dans la rue, on croise des t-shirts aux inscriptions inattendues dans des langues étrangères. Et sur les étals, on retrouve parfois le maillot du petit club de sport d'un village allemand. Alors dans un secteur économique d'une telle ampleur, difficile d'éviter les dérives. En Tunisie par exemple, on n'a, en théorie, pas le droit de vendre de chaussures. Ça aussi c'est interdit les chaussures. On bosse dans l'interdit. Je peux pas te dire d'où ça vient vu qu'on n'a pas le droit. La douane nous dit que c'est interdit et on a plein de clients qui travaillent à la douane. Ils viennent acheter des chaussures et ils nous disent c'est illégal. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci.
Retour sur le plateau de Code 24 et tout de suite la deuxième partie du documentaire Fripe Business au cœur du circuit international des vêtements usagés. Mais la fripe, ce n'est pas que l'habit pratique du quotidien. De retour à l'usine, on y découvre, un peu à l'écart, des salles toutes particulières où on retrouve tout et n'importe quoi. Comme des pièces de monnaie du monde entier, oubliées dans les poches de pantalons. Et dans ce métier, quasiment tout va trouver un usage. Ici, c'est des accessoires, des objets. Tout arrive ici et on trie. Les électriques, les perruques, tout arrive en fripe et nous on trie. Avec les vêtements usagés, il y a même des créations de mode. Celles de Salah Barka sont d'un type très particulier. Dans son atelier à Tunis, le styliste a intégré son passe-temps favori à son travail. J'ai commencé à fouiller à la fripe et acheter des nappes et des rideaux qui se transforment automatiquement en veste comme vous voyez là. Voilà. À la base, c'était un plaid pour les vieilles femmes qu'on mettait sur les genoux, que j'ai découpé et j'ai rajouté en empiècement des rideaux en fait. Tu vois, ça c'est des rideaux. Alors, par exemple ça c'est un bout de tissu hindou que j'ai acheté à la fripe. Je ne sais pas qu'est-ce que je compte faire avec. Peut-être faire un truc avec les manches comme ça, peut-être une sorte de kimono. Mais peut-être avec des manches réversibles, je sais pas, ça peut être sympathique puisque là maintenant c'est la mode des kimonos hommes et femmes. Donc il faut le faire, ça se porte avec un très beau jean et ça fait un peu hippie chic, tu vois. Là on est à la Hafsaya, c'est la meilleure fripe de Tunis. Tiens, par exemple, ça c'est de la bonne matière pour moi. Ça c'est une ceinture tissée que je peux défaire et l'utiliser dans un article, dans une création. Laisse tomber, c'est trop cher. J'ai pas compris, c'est quoi? Ça crame des panneaux de publicité, ça là. Ça veut dire on peut découper, utiliser ça dans un dos. C'est parfait, je trouve. Sa passion pour la fripe, Salah la partage avec son ami Moaz. Lui, il est collectionneur. Son appartement ressemble à la caverne d'Ali Baba des fripes, avec des masques de Venise, des poupées vintage et surtout une immense collection de carrés Hermès ou encore de cravates Versace. Des pièces très chères, jetées en Europe et achetées pour 3 fois rien sur les étals de Tunis. Je les ai trouvés comme ça, à fouiller dans les foulards et tout, et parfois des dinars. Mais ce qui est plus extraordinaire encore, c'est que certaines fripes qui ont traversé la Méditerranée sont tellement tendances et de tellement bonne qualité qu'elles vont retourner en Europe et arriver, par exemple, à Paris. Alors, un Levi's, un suite Adidas, et une petite veste en velours. Et voilà, 37, 40 et 50. En vous remerciant. Merci, bonne journée, monsieur. Au revoir. Cette boutique vintage, Jackie l'a ouverte il y a 2 ans dans un quartier parisien très en vogue. La plupart de ses vêtements, il les importe de l'usine tunisienne. Des vêtements jetés en Europe et parfois à Paris même. Le but en fait de notre boutique, c'est de donner une image, je dirais, de boutique un peu plus fripe, chic et fashion. En général, tout le monde porte la même chose. Et la clientèle actuellement veut maintenant son produit personnalisé. Et ça, c'est devenu, entre guillemets, une force de vente pour le vintage. Après, on a du vrai vintage, qui est présenté par exemple ici, comme les robes, on va dire les robes de nos grands-mères.
mais c'est des produits qui sont très à la mode et très demandés par les petits jeunes. Voilà. Ça c'est un vrai 500. Regardez, le 26 c'est taille vraiment petit. Hein. On va voir si voilà le 27 par exemple. Chaque saison, Jackie passe directement commande à l'usine Stif en Tunisie pour avoir les modèles qu'il souhaite à partir de vêtements usagés. On leur demande une certaine préparation de produits en fonction de la mode à venir, et ça c'est important. Voilà, on s'inspire beaucoup des journaux de mode. Voilà, par exemple, on achète tous les journaux en général qui sont des... Voilà, comme Elle, Madame Figaro, voilà. Et toute la journée, on regarde les choses à venir. On leur demande bien sûr de leur préparer notre marchandise en fonction des feuilles qui sont là. Et les filles ou les personnes qui sont là-bas, qui font le tri en fonction de ce qu'elles ramassent, on leur demande bien sûr de leur dire voilà, on veut ce gilet ou on veut un blouson comme ça. Et dès qu'elles voient ce genre de produit, elles le mettent de côté. Les vêtements plus légers et de moins bonne qualité partent dans la destination opposée, en Afrique subsaharienne. C'est ici qu'atterrit un tiers des fripes commercialisées dans le monde. Nous voici au Sénégal, qui importe 7000 tonnes de vêtements usagés tous les ans. Ils font concurrence aux habits traditionnels ou aux vêtements à bas prix importés de Chine. C'est comme la nourriture ici, que les gens savent bien faire la tendance et regarder les télévisions, les grandes modes comme vous voyez, comme les grandes sœurs, quoi, porter des habits comme les grandes sœurs. Comme moi, vous voyez, depuis hier, vous voyez que je porte seulement de la fripe. Othman est vendeur de fripes dans un Louma, un marché hebdomadaire. Il se déplace un peu partout dans Dakar et ici on trouve de tout, même des gants de ski qui pourront servir aux ouvriers de chantier. Autour des marchés, des petits boulots sont nés, on rapièce des vêtements troués, on raccourcit les manches pour s'adapter au climat et on nettoie pour que ça brille. Le flip c'est Fogidjaï. De dépoussiérer, quoi, prendre les habits et les dépoussiérer après le vent, quoi. Comme on est à l'été, j'ai amené des shorts pour hommes. Ça c'est pour enfants, ça c'est pour adultes. Mais il y en a aussi des bas pour femmes, quoi. Des bas, là où on met derrière leurs robes. J'ai des robes aussi pour femmes. Dans quelques mois, Othman partira avec son marché mobile vers les régions de l'intérieur du pays pour que tout le monde puisse s'habiller pas cher. À 450 km de Dakar, nous arrivons dans le petit village de Sita Ouliniera, dans la région de Tambacounda. Ça, c'est les habits que j'ai achetés à mon fils. Je lui achète de la friperie et j'en achète aussi pour mon mari. Je vais acheter de la friperie 2 ou 3 fois par an. C'est pas cher, entre 200 et 300 francs CFA. Je ne porte pas la friperie pour les fêtes. Pour les fêtes, c'est l'habit traditionnel. Ça, c'est un tissu traditionnel à base de coton, fait main. Auparavant, c'est ça que nous connaissions. Lorsque nous étions jeunes, nous et nos parents, on s'habillait avec ça. Mais maintenant, on préfère aller acheter de la friperie pour 200 ou 300 francs CFA. La friperie, c'est un habit de tous les jours pour ces villageois, surtout pour aller au champ. Et le paradoxe, c'est que, comme tout le monde dans la région, ils cultivent le coton. Du coton qui partira intégralement à l'étranger. Le plus souvent en Asie, pour être transformé en vêtements
à destination du marché occidental. Des vêtements qui reviendront en bout de chaîne à la fin de leur deuxième vie, après un passage dans les bennes du coin de la rue et un long voyage à travers les continents. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Selon le Premier ministre irakien Haïdar el-Abadi, il faudrait 100 milliards de dollars pour remettre sur pied les villes irakiennes ravagées par la guerre contre l'organisation État islamique. Le gouvernement compte donc sur les bailleurs internationaux pour contribuer au redressement du pays. Selon les Nations Unies, plus de 2,6 millions de personnes seraient encore déplacées. Certaines villes ont pourtant été libérées depuis plusieurs années. Tikrit, par exemple, dans la province de Salah ad-Din, n'est plus sous autorité de l'État islamique depuis avril 2015. Ses habitants continuent pourtant de souffrir quotidiennement des stigmates de la guerre. Reportage signé Simona Flotin et Oriane Verdier. C'est l'un des bâtiments les plus hauts de Tikrit. C'était le principal hôpital de la région. Mais voilà 3 ans qu'il n'est qu'un décor de guerre, témoin des intenses combats menés par les forces irakiennes contre l'organisation État islamique. Les combattants de Daesh étaient positionnés dans l'hôpital. L'armée irakienne a été obligée d'utiliser tous les moyens possibles pour les en déloger. Riyad Jabbar est membre du conseil municipal de Tikrit. Dans cet hôpital, il a vu naître son fils, des souvenirs perdus sous les gravats et les restes de la vie d'avant. Ça, par exemple, c'est le dossier d'un patient. Toutes les informations médicales sont réunies ici. Mais voilà, nous voilà désormais retournés au Moyen-Âge. Et ça va être très difficile de retrouver le niveau que nous avions avant. Le simple fait d'enlever tous ces débris va prendre beaucoup de temps et il va falloir aussi beaucoup d'argent. Les Nations Unies prévoient de restaurer cet hôpital. La ville de Tikrit, elle, n'a pas l'argent nécessaire pour financer elle-même ce chantier colossal. Voilà 4 ans, depuis l'arrivée de Daesh, que Bagdad n'envoie que très peu d'argent à la région de Salah ad-Din. Avant Daesh, nous étions parmi les villes irakiennes les plus dynamiques. C'était particulièrement vrai pour le commerce et le tourisme. Nous avions tout un tas de projets. Mais maintenant, il ne reste plus rien. Depuis la libération de la ville des mains de l'organisation État islamique il y a 3 ans, les habitants de Tikrit survivent. La ville d'origine de Saddam Hussein était autrefois un riche point de passage entre le nord et le sud de l'Irak. Aujourd'hui, la vie s'est arrêtée. Nombre de commerces ont fermé. Une fois que Daesh s'est installé ici, toutes les activités ont cessé. Mais même après la libération de notre ville, ni le gouvernement local ni le gouvernement central n'ont dépensé le moindre sou pour financer nos projets de reconstruction. Construire l'avenir, c'est aussi tenter de surmonter les traumatismes psychologiques laissés par la guerre. Beaucoup de ces enfants ont vécu de longs mois sous l'autorité de Daesh. Ils ont ensuite été témoins de violents combats. Safa Ramadan tente de les aider à surmonter le passé et à rejoindre une scolarité normale. Les enfants d'ici ont vécu des choses qu'aucun enfant ne devrait jamais vivre. Des gens tués devant leurs yeux, des bombardements aériens. Cette génération aura beaucoup de difficultés. Elle sera toujours tourmentée par le passé. La plupart de ces enfants viennent de la commune voisine de Beiji. Plus de 90% de cette ville pétrolière a été détruite durant les combats. Notre maison est détruite. Il y a peut-être encore des mines, mais je préférais rentrer. Chez soi, on est toujours mieux, non?
En attendant de rentrer dans sa ville natale, Ammar habite dans d'autres décombres, ceux de Tikrit. Certaines familles n'ont nulle part où aller. Alors elles ont construit des abris de fortune et vivent dans ces ruines. Ces familles ont construit elles-mêmes leur maison à partir des ruines laissées par les combats. Elles n'ont pas assez d'argent pour louer un logement et ne reçoivent aucune aide du gouvernement. Entre ces pierres vit la famille d'Ammar. Son père est mort, Faza, sa mère, est la seule responsable de ses enfants. En tant que sunnite, elle a peur de tout et de tous. Sa famille a souffert 2 longues années d'oppression sous l'autorité de Daesh et aujourd'hui, elle craint d'être vue comme coupable par les milices chiites reconnues par le gouvernement irakien. Après le départ des djihadistes, les combattants des milices ont saisi les biens de la population, des télévisions, des réfrigérateurs. Nous, tout ce que nous voulons, c'est la sécurité et la stabilité. Nous voulons que le pays redevienne comme avant. Nous ne voulons plus avoir peur. Nous ne voulons plus de tueries, d'explosions. Pour l'heure, Beji est sous le contrôle de différents groupes armés. Certains quartiers sont tenus par des tribus locales, d'autres par des milices chiites. Ces dernières sont reconnues par le gouvernement irakien. Elles contrôlent une grande partie des territoires repris par les forces irakiennes des mains de l'organisation État islamique. Plus de 2 ans après sa libération, le gouvernement n'a rien fait pour reconstruire cette ville. Les habitants de Beji le savent, s'ils veulent rentrer un jour chez eux, il faudra reconstruire leur maison de leurs propres mains et avec leur propre porte-monnaie. Personne n'est venu ici pour nous demander quels étaient nos besoins. Voilà 1 mois que je suis ici et je n'ai vu personne. Il n'y a ni eau, ni électricité. Ici, c'est inhabitable, mais nous n'avons pas le choix. Déçu par son gouvernement, Mounir demande l'aide de la communauté internationale. J'aimerais faire passer un message aux pays arabes et occidentaux. Si vous ne faites rien pour nous, nous resterons comme ça pour toujours. Les hommes politiques locaux comme les chefs de tribu le savent, ils ne doivent pas compter sur Bagdad pour remettre la région sur pied. Le Cher Nadal a reconstruit lui-même sa maison. Il espère que la communauté internationale est consciente de la corruption du gouvernement irakien. S'ils confient l'argent aux responsables de Bagdad, nous ne toucherons rien. Les pays qui aident l'Irak doivent venir ici et donner l'argent directement aux sinistrés. Nous sommes un pays très riche, mais avec les dirigeants que nous avons, nous serons toujours pauvres. Nous ne recevrons jamais rien. La guerre contre l'État islamique terminée, le gouvernement irakien doit maintenant faire face à ses propres failles. Il faudra réduire la corruption et les divisions du pays afin de reconstruire un Irak solide. En Italie, depuis la systématisation des procédures d'identification des migrants qui débarquent dans la péninsule, ils sont de plus en plus à être contraints par le règlement de Dublin à déposer leur demande d'asile dans la péninsule. Conséquence, les préfectures sont débordées et les temps d'examen des demandes s'allongent. Le traitement de chaque demande d'asile peut durer jusqu'à 2 ans. Les demandeurs d'asile, eux, peuvent donc passer des mois dans l'oisiveté et perdre toute motivation une fois leur demande d'asile acceptée. Pour éviter cela, l'État italien prévoit une enveloppe globale pour l'accueil des réfugiés et demandeurs d'asile. Mais certaines villes se démarquent en donnant une totale priorité à l'intégration par la formation et l'emploi de ces personnes. Comme c'est le cas de la ville de Bologne, où s'est rendue notre correspondante en Italie, Natalia Mendozza. Elle nous en dit plus. Voici son reportage. C'est un long périple, celui qu'a parcouru Richard. Seul, à 17 ans, il a fui la violence au Nigeria. Il a traversé le Niger et le désert du Sahara avant d'arriver à Sabrata, au sud de la Libye. C'est là qu'il est tombé dans les griffes d'un réseau de trafiquants de migrants. C'étaient des hommes armés. Ils nous torturaient, ils nous frappaient. Ils ne nous donnaient pas à manger. Ils nous maltraitaient. Certains d'entre nous ont été tués. J'ai de la chance d'avoir survécu. Après 2 mois d'emprisonnement, Richard réussit à monter à bord d'une embarcation pour atteindre l'Europe.
Secouru en Méditerranée, il débarque en Italie, puis est accueilli à Bologne, dans le nord de la péninsule, une ville qui prévoit pour chaque candidat à l'asile un parcours d'intégration personnalisé. Je vais te poser quelques questions pour comprendre quelles sont tes passions et tes souhaits au niveau professionnel. Comment tu imagines ton futur dans le monde du travail? Je rêve de devenir un grand chef, car j'aime cuisiner. On cherche à évaluer leurs compétences, en particulier celles qui sont nécessaires pour assumer un emploi, et comprendre s'ils peuvent acquérir ces compétences ici. Après une période de formation, Richard décroche un stage dans ce restaurant. Les mains à la pâte. Ici, l'objectif est d'apprendre sur le tas les recettes traditionnelles de la cuisine italienne. Ce sont des recettes très différentes de celles qu'il connaît. Malgré ça, il apprend très rapidement. On a commencé avec des recettes très simples, puis on a augmenté la difficulté. J'apprends tellement de choses ici. C'est très utile. Et même si après, je ne suis pas embauché ici, eh bien les choses que j'ai apprises pendant ce stage vont quand même me servir pour pouvoir travailler dans d'autres restaurants. Comme pour Richard, chacun des quelques 900 demandeurs d'asile et réfugiés présents dans la province de Bologne bénéficie d'une formation professionnelle. Nous prévoyons une insertion sociale pour chacun. Il faut que les personnes puissent valoriser leurs compétences ou les acquérir ici. Voilà le vrai sens de l'accueil. Ça va au-delà du logement ou de la nourriture. L'insertion aussi dans les secteurs symboles de l'excellence italienne, comme celui de la mode. Aujourd'hui, on va faire un tablier. Il faut donc prendre les mesures. D'abord, celle de la poitrine. Il s'agit de mettre à profit le temps pendant lequel ces personnes doivent attendre pour que leur demande d'asile soit examinée en Italie. C'est une opportunité. Dans cet atelier, les 18 élèves en formation sont tous demandeurs d'asile. Pendant 5 mois, ils seront formés à la couture et à la fabrication de maroquinerie artisanale. Essayons de reproduire ce sac à main là-bas. Voilà. Francesco Bonzola est maître artisan. Depuis 30 ans, il fabrique des sacs à main en cuir pour d'importantes maisons de la mode italienne. C'est un métier artisanal qui s'apprend sur le tas. En travaillant les différents types de cuir, ils sont très motivés. Quand ils commencent un sac, c'est difficile de les arrêter, même pour aller manger. Car ils se passionnent tellement pour ce travail. Et les résultats ne se font pas attendre. La production de cet atelier a été présentée dans des défilés de prêt-à-porter en Italie. Et un des élèves a déjà été embauché en CDI. Pietro Pinto est économiste. Ces dernières années, il a suivi de près l'évolution des effets de la présence des demandeurs d'asile dans l'économie italienne. L'Italie bénéficie de la présence de ces personnes. Il y a des avantages au niveau économique. Si on compare ce que coûte cette migration à l'État à combien elle lui rapporte, on a un solde positif de 2 milliards d'euros. En englobant tous les coûts de santé, de formation, de justice et d'accueil, l'État récupère largement ses investissements. Autre objectif, encourager l'entrepreneuriat. Cette formation en management de petites entreprises vise à motiver ses participants à lancer leurs propres activités. On essaie ici de canaliser leurs idées d'activité, leurs envies. Et on leur explique comment les concrétiser. Message reçu 5 sur 5 par les participants. Ça te montre une étude vraiment détaillée de l'étude économique d'un projet d'investissement. Et donc ça montre effectivement la viabilité de ce projet. Premièrement, je ne savais pas comment lire une facture, mais à l'air là, moi-même je peux produire des factures à l'air là. Oui, je peux même faire des factures à l'air là, je peux les lire, je peux calculer, je peux faire tout.
Au niveau national, le ministère italien du Travail prévoit une enveloppe de 50 millions d'euros en 2 ans pour la formation professionnelle des réfugiés et demandeurs d'asile. Objectif, accélérer l'entrée de cette main-d'œuvre dans le tissu économique de l'Italie. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Électrique, étonnante, variée, la mode masculine était à l'honneur à Paris pour la présentation des collections automne-hiver 2018-2019. Chez Dior Homme, on mêle articles de sport et costumes de tailleur. Chez Balmain, on déconstruit les genres en faisant donc défiler des hommes et des femmes ensemble. Tandis que chez Louis Vuitton, eh bien Kim Jones présente sa dernière collection. Enfin, avec Rick Owens, une esthétique singulière arpente le podium. Reportage. Les Fashion Week parisiennes ne s'intéressent pas qu'à la mode féminine. Les hommes aussi ont droit à leur défilé pour qu'ils révèlent une autre facette de leur personnalité. Pour l'hiver prochain, chez Dior Homme, une kyrielle de stars se presse. En premier lieu, les comédiens. Et l'on sait que ce n'est que lorsqu'il a endossé les vêtements de son personnage qu'un acteur vit son rôle. J'ai toujours aimé la mode. Mais c'est étrange. Moi qui suis quelqu'un de timide, j'apprécie beaucoup ces moments où vous devez porter des vêtements extravagants que vous ne porteriez jamais dans la réalité. Enfin, je veux dire, la plupart du temps, je me cache. Alors, quand je dois être élégant pour participer à des événements de ce type, j'adore ça. Chris Van Ash surfe sur les années 80-90, celle de l'éclosion du sportswear, qu'il fusionne avec une notion fondamentale propre à la maison Dior, le tailoring. La période actuelle est très confuse. Le sportswear, le streetwear, le casual et le luxe, tout se mélange et les messages ne sont pas clairs du tout en fait. Et j'avais envie de clarifier l'ADN de la marque, de dire oui, on aime bien un pantalon loose, on aime bien les jeans, on aime bien les sneakers, les backpacks, j'adore ça. Mais on sait aussi mieux que qui faire un beau tailleur. Et l'idée c'est vraiment de proposer les deux. L'idée c'est pas de dire que l'un est mieux que l'autre. L'idée c'est qu'on peut parfaitement porter les deux. Afin de bien illustrer ce propos, les mannequins ne se ressemblent pas. Ils sont de tous âges, de toute morphologie, mais sans non plus aller dans les extrêmes. J'ai adoré le choix des mannequins. C'était un vrai parti pris. Cela donnait une impression de force très originale. Ça offre plein de possibilités et plein de nouveaux aspects aussi qu'on n'imagine pas forcément. Je sais pas, je trouve que ça ouvre des portes. Moi, ça m'a fait imaginer plein de nouveaux trucs que j'aurais peut-être pas imaginé pendant un défilé sur ce que ça raconte et sur l'esthétique et qu'est-ce qui peut être beau et le fait de pas mettre toujours en avant les mêmes types de mannequins et de vêtements aussi. Voilà, j'aime bien la diversité que ça offre. Ouais. Non, mais c'est bien parce que on ne vend pas qu'aux garçons de 20 ans qui eux n'achètent pas. Diversité toujours, chez Balmain. Hommes et femmes défilent ensemble. Cela permet entre autres de montrer à la presse, aux acheteurs, au public, la cohérence de la marque. Je suis une grande fan de Balmain. Ses créations sont si belles. À chaque fois que je les porte, je me sens superbe. Mais je me sens aussi forte, puissante. C'est exactement ça. Balmain m'aide à me sentir comme une femme puissante quand je marche sur le podium. Vous ne trouvez pas? Ça vous plaît? J'espère que oui. Chez Balmain, les vestiaires masculins et féminins s'entrecroisent. On parle beaucoup toujours du côté masculin sur la femme, on parle jamais du côté féminin sur l'homme. Il y a toujours cette peur d'aller plus loin. Et je trouve ça assez intéressant. Parce que finalement, mon homme, il aime porter des vêtements très serrés, des leggings. Et il aime ce côté glamour. Et finalement, on aime bien quand la femme elle porte une veste d'homme, mais on ne pense jamais à ce que l'homme pourrait aimer s'il avait écouté son côté féminin. Il y a une réalité qui est en train de changer, c'est ça que je trouve intéressant. Dans les années 60,
Pierre Balmain disait que sa mode était une évolution. Aujourd'hui, Olivier Roustin n'hésite pas à parler clairement de révolution. Une révolution de plateforme, de digital, une révolution de quels sont les magazines qui vont survivre, qu'est-ce que sont les trends futurs, qu'est-ce que sont les millennials, est-ce qu'on écoute plus nos acheteurs que finalement la presse, les critiques, est-ce qu'on a encore un sens aujourd'hui? On est en train de vivre un vrai moment de révolution, on est en train de vivre aussi un changement de pouvoir, les frontaux changent, les gens commencent à penser moins au passé mais à prendre des risques pour se dire qu'est-ce qu'est le futur. Je trouve ça intéressant. Chez Louis Vuitton Homme, le futur, ce sera la nomination d'un nouveau directeur artistique. L'anglais Kim Jones, qui en 7 ans a permis à la griffe de devenir un acteur incontournable de la mode masculine, signe ici sa dernière collection. Il était entouré des top modèles Kate Moss et Naomi Campbell. C'est une personne étonnante, dans une industrie étonnante. C'est un jour spécial pour lui et pour tous ceux qui l'entourent, ses amis, sa famille. Je ne sais pas ce qu'il va faire maintenant, mais il a eu un parcours incroyable. Pour terminer ce numéro spécial mode masculine, la collection du plus parisien des designers américains, Rick Owens. Depuis la fin des années 90, il est suivi par un fan club international qui se délecte de son esthétique singulière. Il y a Rick Owens au moment du défilé, voilà, disons, qui, fidèle à son image, entretient un buzz médiatique avec, disons, des scénographies, des mises en espace ou des mises en spectacle qui sont très fortes et parfois, disons, un peu, je ne vais pas dire gratuites parce que je ne le pense pas, mais disons qui sont faites pour capturer l'attention. Il n'en reste, et moi je suis vraiment un ardent défenseur de ça, que Rick Owens sait surtout faire de très beaux vêtements. Et c'est ce qui explique d'ailleurs son succès commercial pour un créateur indépendant. C'est une marque qui se vend très bien. Rick Owens est avant tout un créateur de vêtements. Messieurs, il ne vous reste plus maintenant qu'à choisir un nouveau style. Rick Owens, Louis Vuitton, Balmain, Dior. Vous pouvez également rester comme vous êtes. Personne ne vous en tiendra rigueur. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. Et je vous dis à la semaine prochaine.